Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 27 avril. À la une ce soir, manque d'effectifs, taux d'occupation anormalement élevé, le témoignage édifiant d'un surveillant à la maison d'arrêt de Tours. Il remet en cause le management de sa direction et nous parle des dangers auxquels doit faire face le personnel au quotidien. Le temps machine fêtera ses 5 ans ce samedi à Jouer les Tours. Nous reviendrons sur les événements qui ont marqué cette salle de spectacle ces dernières années, des années parfois difficiles. Et puis à la fin de ce journal, nous partirons à Chambord, à la découverte des cuisines aristocratiques du XVIIIe siècle. Ce soir, le domaine inaugure une parfaite reconstitution des cuisines du marquis de Polignac. Bonsoir à tous. Inquiétude dans le vignoble tourangeau. Un important coup de gel la nuit dernière a fait d'importants dégâts dans les vignobles de Bourgueil et de Chinon. 50% de la récolte en moyenne aurait été détruite par le gel. D'après les professionnels, on a relevé jusqu'à -6 degrés dans ces secteurs, du jamais vu depuis 1994. Un nouveau coup de gel est attendu pour cette nuit. 10 agents pénitentiaires agressés en l'espace de 4 mois. L'insécurité à l'intérieur des murs de la maison d'arrêt de Tours alerte sur les conditions de travail des agents. Hier après-midi, vous le savez, un mineur de 17 ans se donnait la mort après avoir porté un coup de couteau à une surveillante pénitentiaire 3 jours plus tôt. Un taux d'occupation toujours trop important, un manque d'effectifs qui donne une plus grande opportunité au danger. Le personnel critique le management de la direction. Aurélie Renaud. À Tours, le nombre de places à la maison d'arrêt est de 145. Problème, ce taux d'occupation est toujours plus élevé. 170% en 2013, 150 en 2015. Une légère baisse peu significative pour les surveillants. Les 3 syndicats pénitentiaires dénoncent aujourd'hui des conditions de travail difficiles, un manque d'effectifs récurrent et évident. Il manque entre 6 et 10 agents à Tours. Conséquence, certains surveillants sont parfois en danger. Exemple dans l'atelier où travaillent certains détenus, une vingtaine en général. 2 agents minimum devraient encadrer cet atelier. Aujourd'hui, un surveillant y travaille. Impossible donc pour lui de donner l'alerte s'il y avait un problème entre lui et un détenu. Autre point, des postes vacants. Exemple pour la distribution des achats que font les détenus. Idem pour la fouille à l'entrée et à la sortie de l'établissement. Ce sont, selon les syndicats, les surveillants d'étage eux-mêmes qui assurent ces tâches. Autre problème avec les filets anti-projection. Ils ne sont pas adaptés à l'établissement. Les mailles sont trop larges. Régulièrement, alcool et cannabis sont donc projetés dans la cour de promenade. Résultat, les détenus sont alcoolisés, s'énervent plus vite, sont impatients, car toujours dû au manque d'effectifs, les surveillants ne peuvent répondre en temps et en heure à leurs demandes. Les syndicats dénoncent des problèmes de gestion, voire de management de la maison d'arrêt de Tours. Et l'homme que vous allez entendre à présent travaille, lui, depuis 5 ans à la maison d'arrêt de Tours, délégué départemental de l'UFAP, syndicat majoritaire. Il occupe le poste de surveillant et nous parle ce soir d'une bombe à retardement quand les détenus se croient dans un centre de vacances. On écoute son témoignage édifiant au micro d'Aurélie Renaud. Si on est à 100% dans une coursive, à 100% pour les détenus, on a le temps de tout faire, on a le temps d'observer, on a le temps de noter ça. Moi, j'aurai le temps d'en parler à mon chef, d'en parler au médical, dire voilà, celui-là je le sens mal, il faudra peut-être le voir, l'aider ou le mettre en surveillance, voilà. Mais à des moments, on ne peut pas, on loupe certaines choses malheureusement. Vous ne pouvez pas suivre le protocole exigé par la maison d'arrêt aujourd'hui ? Le problème, c'est que je me demande si aujourd'hui il a vraiment un protocole à la maison d'arrêt de Tours. C'est ça que je me pose cette question-là. La conséquence, ce sont des agressions ? La conséquence, déjà, pour moi, quelque chose, manque de personnel et manque de choses assez carrées, ça se ressent envers les détenus. Les détenus se sentent, entre parenthèses, cool à la maison d'arrêt de Tours. C'est plus, comme ils disent, un centre de vacances qu'une maison d'arrêt. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. Parce que c'est comme une maison d'arrêt, il doit y avoir des règles, hein, ça doit être assez carré, ça doit être assez droit. Mais en les entendant, on a l'impression que c'est la fête au village, quoi. Vous voulez dire qu'ils s'aperçoivent de cette brèche ? Ah, bien sûr qu'ils s'aperçoivent, ils nous le disent même. Ils disent, ah, surveillant, aujourd'hui, hein, vous n'êtes pas beaucoup, hein, vous n'avez pas peur. Ça fait drôle d'entendre ça. Est-ce que quotidiennement, vous sentez des dysfonctionnements où on est à 2 doigts de la catastrophe ? Oui, je dirais oui, parce que moi, comme je disais, que c'est une bombe à retardement de toute façon la maison d'arrêt de Tours. Ça peut partir à n'importe quel moment. Certains de vos collègues ont peur pour leur sécurité ? Je pense, oui. Et je pense surtout que... Je ne sais même pas si c'est de la peur. Je pense que maintenant, c'est
C'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la frustration, ils ont été très touchés déjà par rapport aux 3 premières agressions. Et là, celle de ma collègue surveillante, j'ai vu se passer un petit bonjour, et surtout que je pense que là maintenant, on doit vivre un moment très difficile, et je souhaite bon courage à sa famille, mais surtout aussi à mes autres collègues qui sont encore marqués, qui sont encore en arrêt. Et par rapport à ce qui s'est passé, je pense que ça va être dur pour eux de revenir. La grève à la SNCF se poursuit demain, mais pas pour les mêmes raisons. Elle impactera les TER et Intercités dans le cadre d'un mouvement interprofessionnel contre la loi travail. Les TGV et trains internationaux circuleront, eux, normalement. Un an après, les salariés du CEA de Mons attendent des signes forts. Il y a 12 mois, on leur a annoncé la fermeture du site, décision finalement abandonnée. Quelques mois après, aujourd'hui, le personnel espère une stratégie forte de la part de la direction. Le Temps Machine fêtera ses 5 ans ce samedi. Animation et spectacle gratuits à la carte. En 2015, cette salle de spectacle qui accueille également des artistes en résidence a joué les tours, enregistré plus de 16 000 entrées. Retour sur les événements qui ont marqué ces 5 années. Florent Carrière. 8 millions d'euros avaient été investis pour offrir à l'agglomération Tourangelle une salle destinée aux musiques actuelles et amplifiées. Électro, rap ou rock, à la tête de la programmation à l'époque, Rubinsteiner et l'association Travaux Publics. Mais 3 ans après l'inauguration, la salle n'accueille que de 10 à 11 000 spectateurs sur l'année. 550 000 euros de subventions publiques par an pour une programmation jugée trop confidentielle, trop chère pour Philippe Briand. La polémique est lancée. C'est juste qu'il y a un problème de curiosité de la part de Philippe Briand, qui s'est jamais intéressé à ce qu'on faisait, qui est jamais venu et qui sait absolument pas de quoi on parle. Des groupes pas connus pour Philippe Briand, c'est des groupes qui ont des millions de vues sur YouTube, qui remplissent des grandes salles parisiennes. Mais Travaux Publics va surtout tenter de corriger le tir pour conserver sa délégation de service public, remise en jeu à la fin de l'année 2015. Un directeur est donc nommé avec l'objectif de diversifier la programmation sans renier les ambitions de départ. Ça veut dire une mixité entre des artistes point de repère, effectivement plus fédérateurs et toujours. Et encore cette envie de défricher, d'être créatif, innovant et d'inviter ceux qui sont en voie de professionnalisation ou en voie de développement. En 2015, toute activité confondue, c'est-à-dire dans et hors les murs, payant et gratuit, on avoisine les 16 000 spectateurs. 16 000 spectateurs en 2015, le pari est réussi. La fréquentation est en hausse. Insuffisant cependant pour remporter le marché, Travaux Publics doit passer le relais à l'assaut lié au festival Terre du Son. On pense à leur idée innovante que dès 2017, il y aura la possibilité donc d'avoir un festival de Terre du Son divers sur notre agglomération. L'assaut commande du Temps Machine donc pendant les 5 prochaines années avec des subventions en baisse, moins 10% du côté de Tour Plus. Rappelons que le Temps Machine n'est pas seulement une salle de spectacle, résidence d'artistes, locaux de répétition et sensibilisation des jeunes publics notamment font également partie des missions de la structure. La démolition des bâtiments du haut de la rue nationale ont commencé. Après les travaux de curage et de désamiantage initiés en février, les lieux devraient être rasés au début de l'été. On prend la direction à présent de Chambord. Le château, vous connaissez bien sûr, mais on vous fait découvrir les cuisines aristocratiques du XVIIIe siècle. Ce soir, le domaine inaugure une parfaite reconstitution des cuisines du marquis de Polignac qui nous offre l'opportunité de remonter le fil du temps et découvrir notre usage de la gastronomie. Visite guidée par Amanda Breu-Rivera. C'est en raison du risque d'incendie au XVIIIe siècle que les cuisines ont été installées un peu à l'écart du château. À l'intérieur, une dizaine de personnes étaient assignées aux cuisines et tout autant au service. Il fallait découper, éplucher, rôtir, alimenter le feu et surveiller les 3 points de cuisson. Restaurer cet endroit a coûté 350 000 € de travaux. 30 000 € ont été affectés à la restauration de vieils ustensiles retrouvés dans les fouilles du château de Chambord, comme ce jeu de vaisselle en faïence destiné à l'usage des domestiques. Une partie de l'argent a aussi été utilisée pour des achats, comme ces casseroles en cuivre. Un projet longuement réfléchi et documenté. Ce qui intéresse aussi les visiteurs, c'est à la fois la part de rêve qu'offre Chambord, mais aussi la part de vie quotidienne à laquelle on peut se rattacher, et la cuisine en fait partie. Donc c'était un objectif important pour nous de pouvoir présenter au public une scénographie
basé sur des ressources et des connaissances scientifiques, mais très large, facile d'accès, avec des cartels et des choses qui expliquent très simplement l'histoire des cuisines à Chambord. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les aristocrates élèvent la gastronomie au rang d'art de vivre. Les tables étaient composées d'au moins une dizaine de convives à qui on servait entre 3 et 5 services composés de plusieurs mets. Pour les nobles, savoir-recevoir était un marqueur social différenciant des bourgeois. Pour les aristocrates, le repas n'est pas un moyen de subsistance, mais un moment de partage et surtout de plaisir. Le gibier passait pour la nourriture la plus saine parce qu'elle volait, parce qu'elle était sauvage, contrairement aux animaux de basse-cour qui étaient engraissés, qui paraissaient comme un peu gras. Le poisson également était très apprécié, particulièrement le poisson d'eau de mer que l'on estimait échapper aux maladies des animaux terrestres. Enfin, les légumes étaient particulièrement appréciés. On aimait beaucoup les champignons. Les truffes paraissaient beaucoup moins rares que maintenant. On en trouvait dans de nombreux plats. On aimait les asperges. Les petits pois étaient à la grande mode. En revanche, les poireaux, par exemple, étaient utilisés pour faire cuire des bouillons, mais n'étaient pas consommés sur la table, tandis que la tomate et la pomme de terre n'apparaissaient pas encore sur les tables, n'étaient pas encore connues. Ces cuisines ont été abandonnées durant la Révolution française, puis ont été transformées en débarras. Il est possible dès aujourd'hui de les redécouvrir à leur état du XVIIIe siècle. Tours Métropole au 1er janvier 2017, pas si sûr. Dans 5 jours, le 2 mai prochain, après un vote presque unanime de 21 maires sur 22, les élus de l'Agglo se réuniront en commission générale pour étudier la question. Mais l'Agglo n'est pas prête. C'est en tout cas sur ce point qu'insistent les élus de l'opposition de Ballon-Miré, Fondette et Saint-Avertin. Ils se mobilisent. On en parle ce soir avec Pascal Bouguessel, chef de file de l'opposition à Ballon-Miré. À tout de suite.